Bien le bonjour. Nous poursuivons aujourd'hui notre périple jusqu'au début du cinéma en nous arrêtant dans les fructueuses années 80 avec 30 films que je vous recommande dans cette décennie-ci. C'est une décennie de changement de cap dans de nombreux pays, surtout aux États-Unis. Nous débutons encore une fois avec 20 mentions, puis j'aborderai un peu plus en détail les 10 films dont j'ai décidé de vous parler. Je vous rappelle que ce ne sont pas nécessairement les 30 films que je préfère de cette période, mais des films que j'aime beaucoup et que j'ai envie de mettre en lumière. Mention spéciale donc pour Le bal d'Ettore Scola, France, Italie, Algérie, Les bons débarras de Francis Mankiewicz, Québec, De bruit et de fureur de Jean-Claude Brissot, France, Yol, la permission de Serif Gören et Yilmaz Güney, Turquie, Suisse, Das Boot de Wolfgang Petersen, Allemagne, Hutu de Geoff Murphy, Nouvelle-Zélande, Le voleur de chevaux de Pei Chang-pan et Tian Xuanzang, Chine, Brisby et le secret de Nîmes de Don Bluth, États-Unis, Akira de Katsuhiro Otomo, Japon, Kiki la petite sorcière d'Hayao Miyazaki, Japon, Top Secret de Zucker Abraham Zucker, États-Unis, Koyaanisqatsi de Godfrey Reggio, États-Unis, Une question de silence de Marlene Goris, Pays-Bas, The Killer de John Woo, Hong Kong, Le festin de Babette de Gabriel Axel, Danemark, Quand nous étions sorcières de Nitschka Kin, Islande, Le temps des gitans d'Emir Kusturica, Yougoslavie, Lola, une femme allemande de Rainer Werner Fassbinder, Allemagne, Le roi et l'oiseau de Paul Grimaud, France, et Le mouvement des choses de Manuela Serra, Portugal. Et ben voilà pour les mentions, nous sommes donc partis avec ma première recommandation. Les adieux à Matiora d'Elem Klimov. Pour la construction d'une centrale hydroélectrique, Matiora, petit village situé sur une île du fleuve Angar, doit disparaître sous les eaux. Ses habitants doivent quitter leur maison où ils ont pour la plupart vécu toute leur vie. Film écrit et débuté par la brillante cinéaste Larissa Shepitko qui décédera durant les derniers repérages de lieu de tournage dans un accident de la route en compagnie de son chef opérateur, de son chef décorateur et de ses 2 assistants. Son époux décida de reprendre le flambeau et d'achever les adieux à Matiora qui portent simplement le nom de l'adieu en russe, en hommage à sa femme. Vous l'aurez d'emblée compris, ce film possède une atmosphère très particulière, unique même. Les images filmées par Shepitko sont évidemment gardées, comme c'est le cas de la scène de l'arbre que vous êtes actuellement en train de voir. Les adieux à Matiora n'est ni véritablement le film de Shepitko, ni celui de Klimov, mais paradoxalement c'est aussi la symbiose des deux. Moi, je vous ai pas encore parlé du film en lui-même, je le trouve brillant, magnifiquement filmé, chaque plan transpire la complexité du cinéma, où la nature, les arbres et les hommes sont au premier plan. Je ne vais rien dire de plus à son sujet, simplement si le cœur vous en dit, regardez-le. Il en vaut vraiment la peine. Down by Law de Jim Jarmusch. Jack et Zach partagent la même cellule dans une prison de Louisiane. Les 2 hommes, qui n'ont rien en commun, ne se supportent pas. Mais un jour, Roberto, un immigré italien loufoque, se retrouve enfermé avec eux. D'une inébranlable jovialité, il puise dans ses connaissances pour planifier leur évasion à tous les 3. Composé de nombreux plans séquences qui nous permet de nous retrouver au plus près des personnages, Down by Law est un film qui me fait beaucoup de bien. C'est un film d'anti-héros, comme souvent avec Jarmusch, réalisé dans un noir et blanc charbonneux. Vous avez aimé Roberto Benigni dans La vie est belle? Eh bien à mes yeux, son plus beau rôle, c'est celui de Roberto dans ce Down by Law. Parsemé de scènes inoubliables, ce film est plutôt léger, mais d'une puissance comique et poétique qui lui fait prendre une sacrée dimension. Bref, c'est un petit bonbon contre la morosité. L'homme qui voulait savoir de George Schwitzer. C'est le départ en vacances d'été et Rex et Saskia s'arrêtent sur une aire d'autoroute. Lui, il s'éloigne du véhicule pendant quelques minutes et à son retour, sa compagne a disparu. Bon, je vous le dis d'emblée, ce film, je ne l'ai vu qu'une seule fois, il y a 9 ans, et je me souviens encore de ce que j'ai ressenti en le voyant, tant ce spourloos a eu un impact sur moi. Thriller très original dans son parti pris, puisque nous n'allons pas suivre le film du point de vue de Rex, mais bel et bien de celui du kidnappeur dont on connaît très vite l'identité. Et bien qu'on sache ça, le cinéaste va nous montrer la vie de cet homme dont tout est fait pour que nous nous attachions à lui, chose qui m'a mis dans un réel inconfort. Malgré ça, j'avais envie de savoir où le cinéaste allait m'emmener. Je me suis retrouvé comme hypnotisé par ce rythme si particulier. J'ai réellement été captivé par le film,
bien aidé par la performance sublime de Bernard-Pierre Donadieu, qui, si vous ne le connaissez pas encore, deviendra vite inoubliable pour vous aussi, du moins je l'espère. Bon, clairement je vous conseille de ne pas vous renseigner plus que ça, vous savez l'essentiel, procurez-vous le film, c'est tout, et regardez-le, je ne peux que vous le recommander. Paris, Texas, de Wim Wenders. Un homme réapparaît subitement après 4 années d'errance, période sur laquelle il ne donne aucune explication à son frère venu le retrouver. Il m'est assez difficile de parler de ce film tant il est riche et dense. Je vais donc que vous énumérer les raisons pour lesquelles je vous le recommande chaudement. C'est un film sur la difficulté de communiquer avec l'autre verbalement. C'est pourquoi les dialogues sont d'une efficacité redoutable. Chaque acteur, chaque actrice a été minutieusement filmé par Wenders pour que la communication la plus efficace se fasse par le biais des corps et des regards. Et c'est ce que j'aime le plus dans le cinéma. Un retour à l'essence même de ce qu'est le cinéma, communiqué par les images et non par les dialogues. Paris, Texas est cadré et photographié avec une grande minutie, tant et si bien qu'un visionnage ne suffit pas pour voir tous ces jeux de lumière, de couleurs, ainsi que les petits artifices qui donnent à ce film une ambiance unique. Et en plus de ça, Paris, Texas, c'est musicalement génial. Bref, je vous présente officiellement un autre des 100 films que je préfère dans toute l'histoire du cinéma, et là aussi sans l'ombre d'un doute. Possession d'Andrzej Zulawski. Après un long et mystérieux voyage, Marc est de retour à Berlin où il retrouve son petit garçon et son épouse Anna. Leur appartement est dans un état pitoyable et Anna est distante, agressive et sur les nerfs. Soupçonnant alors sa femme d'avoir un amant, Marc la fait suivre par un détective privé qui est assassiné dans des conditions particulièrement horribles. Film anxiogène, tourné dans un quartier allemand vidé de sa population afin de faire ressentir pleinement l'idée du film, celle de la déchirure. Déchirure d'un couple, d'un peuple, d'une psyché. Les deux acteurs principaux sont exceptionnels. Sam Neill tout d'abord, figure de l'homme impuissant en toute chose, comme c'est le cas dans la quasi-intégralité des personnages masculins chez Zulawski. Marc est ici incapable de comprendre sa femme, campée par une Isabelle Adjani dans le plus grand rôle de sa carrière. C'est l'un des plus grands films qui parle d'amour, d'un amour chaotique, impossible à canaliser. Tout ici sert ce propos, à commencer par une caméra en perpétuel mouvement qui gravite autour des personnages et accentue ce côté complètement hystérique qui m'a personnellement submergé. Tout y est filmé de façon à ce qu'on soit oppressé. Les intérieurs sont exigus et les extérieurs sont sans vie, et en plus de ça la photographie est glaciale. Bon, vous l'avez compris, le cinéma de Zulawski est radical. Il n'explique jamais rien, et pourtant tout fait sens. Le montage est lui aussi assez unique, très nerveux, certaines séquences coupent comme un coup de hachoir, les ellipses sont très fréquentes, on ne sent rien arriver, ce qui nous fait comme perdre le fil du temps. Bon, j'ai jamais vu Adjani jouer comme ça, elle semble être dans une certaine forme de transe, comme le nom que porte ce film, elle semble possédée, elle brise le quatrième mur et regarde directement le spectateur. Je trouve le cinéma de Zulawski vraiment fascinant, et je vous recommande ces films, mais il est vrai qu'il est assez difficile d'accès. C'est pourquoi je vous conseille vraiment de démarrer par Possession, c'est peut-être son film le plus accessible, qui parle d'un homme fou d'amour pour sa femme qui est prêt à absolument tout pour la reconquérir. Et évidemment, ce film contient, pour celles et ceux qui l'ont vu, l'une des scènes les plus marquantes de toute l'histoire du cinéma. C'est un film d'horreur comme on n'en fait presque aucun, à grande portée philosophique en plus de ça. Possession, c'est un film que j'aime énormément et que je vous conseille sans hésiter si vous aimez être chahuté. Ran d'Akira Kurosawa. Dans le Japon du XVIe siècle, le puissant seigneur Hidetora, du clan Ichimongi, décide de se retirer et de partager son domaine entre ses 3 fils. Le cadet, Saburo, refuse cette décision, estimant qu'elle ne peut que déchirer la famille. Il est alors déshérité. Mais très vite, les 3 frères se livrent entre eux une guerre sans merci sous le regard impuissant de leur père. Kurosawa fait des films depuis le début des années 40, et Ran était un rêve pour lui. C'est un tableau de chaque plan où le cinéaste a dessiné chaque personnage, chaque costume, chaque armure, chaque plan du film, parce qu'en plus de ça, c'est un excellent peintre. Il s'est depuis toujours inspiré de grands auteurs comme Dostoïevski, Tolstoï ou encore ici, Shakespeare et son Roi Lear. Film à voir dans les meilleures conditions possibles, bon comme tous les films, mais celui-ci particulièrement tant le jeu des couleurs est exceptionnel. Kurosawa esthétise tout ce qu'il montre dans ce film et souligne un propos qui va à contre-courant de ce qu'il a toujours défendu dans son cinéma, la transmission des valeurs et des savoirs de maître à élève. Bon, c'est sans discussion possible l'un des plus grands films d'Akira Kurosawa, qui est lui-même, sans discussion possible encore une fois, l'un des plus grands cinéastes de tous les temps. Brève histoire d'amour de Krzysztof Kieślowski. Tomek, un jeune agent de la poste, timide et réservé, épie durant des mois sa voisine de l'immeuble d'à côté, Magda.
Ce film est la version longue du 6e chapitre de la série sur les 10 commandements, le Décalogue, de Krzysztof Kieślowski lui-même, que je vous recommande chaudement. Le cinéaste décrit l'acte de voyeurisme où tout nous semble plus beau. Le jeune homme idéalise sa voisine, cette distance crée un mystère qui mène à sa passion. Puis Kieślowski mène le spectateur à la paranoïa en confrontant les deux personnages, chacun observant l'autre. Ce film est lent, il est austère, ce qui renforce la mélancolie de la vie de chacun des personnages, mais également très intime. Brève histoire d'amour m'a touché au cœur et m'a fait découvrir une actrice que j'aime énormément, Grażyna Sapolowska, qu'on retrouve dans Le Sans Fin du même cinéaste. Si vous ne connaissez pas ce grand réalisateur, c'est une porte d'entrée potentielle dans cette magnifique œuvre de près de 50 films, dont la majorité des personnages sont de pauvres âmes solitaires, reliées entre elles par de magnifiques mélodies, mais séparées par des vitres omniprésentes chez Kieślowski. Enfin bon, c'est un cinéaste unique, c'est un film unique, très simple en apparence, mais vraiment très troublant, car rempli d'humanité. The Breakfast Club de John Hughes. 5 lycéens que tout oppose se retrouvent en col un samedi après-midi. Au fil de la journée, ils commencent à se trouver des points communs. Ce film, c'est à mes yeux le summum du teen movie. C'est un film d'une grande intelligence qui montre à travers ce huis clos dans une salle de retenue que les apparences sont bien trompeuses. The Breakfast Club met en lumière la difficulté d'être adolescent, l'influence parfois néfaste des parents sur ses enfants et les limites de placer les individus dans des cases ou l'appartenance à un groupe comme celui des sportifs ou des intellos par exemple. Ce film est l'un de mes feel-good movies préférés. Lorsque j'ai un petit coup de moins bien, c'est l'un des 3-4 films vers lesquels je me dirige naturellement pour aller mieux. Et c'est aussi, à mon sens, un film que chaque parent devrait voir au moins une fois, car malgré ses bientôt 40 ans, c'est encore aujourd'hui une belle réflexion transgénérationnelle sur les ados que nous avons toutes et tous été un jour, et dont beaucoup ont oublié l'angoisse que ça pouvait être. À voir et à revoir donc. Men Océan de Jacques Rosier. De passage en France, Dejanira, jeune brésilienne, prend le train en direction de l'océan. Mais en route pour Saint-Nazaire, 2 contrôleurs lui font constater qu'elle voyage irrégulièrement car elle n'a pas composté son billet. Le problème, c'est qu'elle ne comprend absolument rien du tout. C'est alors qu'une autre passagère, une avocate délurée, prend sa défense et l'emmène avec elle jusqu'à Angers où se tient le procès de Marcel Petitgat, un marin-pêcheur de l'Île-Dieu. Le cinéma de Jacques Rosier est comme à son habitude un élan de fraîcheur ultra naturel et d'originalité. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur son film Les naufragés de l'île de la Tortue, je vous encourage à aller la voir pour découvrir ce cinéaste si particulier plus en profondeur. Men Océan est son tout dernier film et Rosier n'a d'autre ambition que de filmer le temps. Comme à chaque fois dans son cinéma, son film est d'une liberté absolue et c'est pas exclu que ce soit lui mon préféré, car il défile au gré du hasard des rencontres qui font toutes changer le récit de chemin. Chaque nouveau personnage change complètement le récit, que ce soit son rythme, sa narration, ou même le ton qu'emploie Rosier dans sa narration. C'est franchement compliqué de parler de Men Océan car il part dans des directions qu'on n'arrive jamais à anticiper, on voyage, on se laisse juste porter par ce film unique, tellement original, où le son est très particulièrement travaillé et dont on peine parfois à comprendre certains personnages qui sont englués dans leur langue, leur patois ou leurs accents tout simplement. Et comme d'habitude avec Rosier, j'en suis ressorti très heureux. Bonjour, Monsieur le Président, mais je suis innocent. J'ai pas fait d'acte de violence, madame non. Et puis je vous dis qu'il ait voulu me baisser la gueule et puis qu'il me peu. Et nous terminons avec un bijou absolu, j'étais obligé d'en parler. La porte du paradis de Michael Cimino. 2 anciens élèves de Harvard se retrouvent en 1890 dans le Wyoming.
Avril est shérif fédéral, tandis que Billy Irvin, rongé par l'alcool, est membre d'une association de gros éleveurs en lutte contre les petits immigrants venus pour la plupart d'Europe centrale. Bon, ce film est connu pour être la cause de la faillite de la United Artists, mais en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça. Cimino était un cinéaste dont la vision de l'Amérique dérangeait Hollywood, et La Porte du Paradis est arrivé à point nommé pour saboter sa carrière et pour doucement achever le nouvel Hollywood pour passer à l'ère des blockbusters. Bon là j'ai vraiment vulgarisé. Après ce film, Cimino sera constamment censuré et La Porte du Paradis reste donc son ultime immense film non charcuté. Très rarement un cinéaste a filmé les scènes en collectivité de manière aussi puissante que Cimino. Avec La Porte du Paradis, Cimino nous propose sa vision de la naissance des États-Unis, celle d'une nation capitaliste qui s'est bâtie dans un bain de sang. Bah évidemment, ça c'était trop pour Hollywood. Je suis un grand amoureux des premiers films de Cimino. Sa vision de son pays et de son cinéma est pleine d'authenticité. On sent vraiment qu'il est honnête avec lui-même, qu'il ne triche pas, et qu'il se met à nu dans ses films dont la mise en scène est époustouflante. Les grands espaces sont filmés comme rarement un cinéaste américain a réussi à les capter, et franchement je pense que même John Ford n'a pas réussi à faire aussi bien à ce niveau-là que Cimino. C'est très personnel comme avis là, mais c'est le meilleur pour moi, vraiment. Et en plus de ça, ces scènes plus intimes sont d'une humanité qui touche au cœur, tant on ressent un quasi non-jeu. La prouesse absolue de ce film réside dans le genre utilisé. Le western est le genre de la légende de l'Ouest. C'est le grand mythe des pionniers. Et Cimino, lui, s'en sert pour démontrer la grande injustice sociale qui règne dans ce pays. Et évidemment, cette honnêteté lui coûtera sa carrière, mais ce film est un monument du début du cinéma des années 80, de ce grand chamboulement dans le cinéma américain, et heureusement que des cinéastes comme Monsieur Cimino existent. En ce qui me concerne, vous l'aurez compris, c'est l'un des cinéastes que j'aime le plus au monde. C'est pourquoi je vous recommande très chaudement de découvrir ce film, si ça n'est pas déjà fait. Et bien voilà, j'espère vous avoir donné envie de découvrir quelques films de cette décennie que j'aime de plus en plus à force de l'explorer. Prochaine étape, les années 70 avec 30 nouveaux films. N'hésitez pas à partager quelques-uns d'entre eux qui vous ont marqué dans cette décennie-là. Moi, je vous souhaite une belle journée. Allez au cinéma, prenez soin de vous et à très bientôt. I'm gonna put the light shine.